En 2005, le réalisateur américain Rob Marshall sort le film Mémoire d'une geisha, inspiré du roman d'Arthur Golden, sorti 8 ans plus tôt. Le film et le roman racontent l'histoire d'une petite fille japonaise, Chiyo, vendue par ses parents pour devenir geisha. Le roman, mais surtout le film, vont faire naître un véritable engouement autour du monde des geishas parmi les occidentaux. Le problème, c'est que aussi bien dans le roman que dans le film, il n'y a pas grand-chose de vrai. D'abord, j'aimerais qu'on parle ensemble de quelques problèmes que soulève aussi bien le roman que le film à plusieurs niveaux. Pour écrire son roman, Arthur Golden a interviewé une ancienne geisha, Minako Iwasaki. Malgré le fait qu'il lui avait promis de garder secrètes toutes les informations qu'elle lui délivrerait, il mentionne son nom dans les remerciements du roman. Le problème, c'est qu'il y a un petit peu un accord tacite entre les geishas, qu'on ne parle pas du métier publiquement. La deuxième chose, c'est que Arthur Golden avait complètement modifié les propos que la geisha lui avait tenus. Ce que contenait son roman était purement et simplement faux, mais en retour, c'est elle qui a été accusée par les geishas en exercice et par les patronnes des maisons de geishas d'avoir menti et d'avoir raconté n'importe quoi. D'ailleurs, à la suite de la publication du roman et de la révélation de son nom, la geisha va poursuivre Arthur Golden en diffamation et gagner le procès. Sur la forme, le film n'est pas beaucoup mieux puisque le réalisateur Rob Marshall décide que les 3 rôles principaux seront tenus non pas par des actrices japonaises, mais par des actrices chinoises. Cela va provoquer un tollé tout d'abord au Japon qui ne comprend pas pourquoi des personnages japonais ne sont pas incarnés par des japonais. Et ça va également provoquer un tollé en Chine qui ne veut pas être associé à l'image des geishas japonaises. En effet, ce que Rob Marshall ignorait ou a fait semblant d'ignorer, c'est que la Chine et le Japon sont en conflit culturel larvé. La Chine reproche notamment au Japon l'asservissement de certaines de ces femmes comme prostituées lors de l'occupation de la Chine par les Japonais pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est un sujet encore très vivant, très grave, qui provoque régulièrement des conflits diplomatiques entre les deux pays. Donc vous comprenez bien que mettre des actrices chinoises dans un contexte japonais, ça ne va pas du tout pour ces deux pays. Sur le fond, Arthur Golden avait déjà beaucoup déformé les propos de Minako Iwasaki. Et le film ne s'est pas privé de reprendre toutes les erreurs. Le Japon a même boycotté la diffusion du film sous l'argument que cette intrigue n'avait rien à voir avec la culture traditionnelle des geishas. Pendant longtemps, le film n'a pas été diffusé au Japon. Aujourd'hui, il est diffusé sur Netflix, mais pas sous le titre Mémoire d'une geisha, mais tout simplement celui de Sayuri, qui est le nom du personnage principal. Un des gros points culturels choquants, c'est l'évocation du misoage. Misoage, ça veut dire monter des eaux. C'était un rite initiatique, un rite de passage pour les jeunes filles à l'époque Edo. Pour les geishas, un petit peu, mais en fait surtout pour les oiran, les courtisanes. Les oiran et les geishas étaient 2 mondes séparés, bien que cohabitant au même endroit. Les courtisanes appartenaient à la prostitution, les geishas au domaine des arts. Effectivement, chez les oiran, comme évoqué dans le film, une jeune fille pouvait voir sa virginité vendue au plus offrant et l'homme qui gagnait les enchères devenait son protecteur et son mécène. C'était visiblement une pratique assez courante chez les courtisanes. Chez les geishas, en revanche, c'est différent et un petit peu plus flou. On trouve des écrits qui évoquent également un misoage, mais ils ne semblent pas avoir relevé d'un contact sexuel entre un homme et une femme. L'argent qui était versé à la jeune fille qui allait passer le misoage n'était que symbolique et n'incluait pas d'actes sexuels. Je ne dis pas que ça n'a pas pu arriver, et il en existe effectivement des traces, mais ça a eu l'air d'être très mineur. Lorsque c'est arrivé, cela ne semblait pas être lié directement à un acte de prostitution, mais vraiment plutôt à un rite de passage. En 1956, la loi anti-prostitution met de toute façon fin à la prostitution, et du coup à tous les rituels qui pouvaient l'entourer, y compris au misoage. Alors comme vous le voyez chez les geishas, le misoage est un petit peu flou, mais le problème, c'est qu'en le présentant comme une tradition chez les geishas, le film et le roman entretiennent cette idée que les geishas sont des prostituées. Pourtant, dès le 19e siècle, une régulation avait été mise en place pour interdire aux geishas de se prostituer. La deuxième chose qui est assez mal rendue dans le film, ce sont les vêtements et les bijoux de cheveux que portent les actrices interprétant des geishas. Ils sont très loin de la tradition. On voit ici dans le film Sayuri devenant une maiko, une apprentie, et on voit que sa coiffure n'a absolument rien à voir avec la subtilité de la coiffure d'une vraie maiko. Enfin, une des scènes fortes du film, c'est la danse de Sayuri. Le film la montre progressant dans une sorte de fausse neige et gagnant le cœur du public grâce à une danse extrêmement expressive. Selon toute vraisemblance,
Cette danse est inspirée de la pièce Sagi Musume, la jeune fille héron, une pièce kabuki du 19e siècle. Cette pièce raconte comment une jeune fille, déçue d'avoir été laissée par son amant, est rongée par l'amertume et s'incarne dans l'esprit d'un héron. Mais dans la pièce japonaise, la danse est beaucoup plus subtile. La tragédie se fait sentir de manière discrète. C'est là d'ailleurs tout l'enjeu de la danse classique japonaise. Suggérer les choses. Rien à voir avec cette danse quasi contemporaine que nous offre le blockbuster hollywoodien. Quand on sait le prix d'un kimono, il serait hors de question de se rouler par terre comme ça avec. Pour terminer, je ne veux pas que vous pensiez que cette vidéo vise à détruire le film, même si vraiment, je l'avoue, je n'aime pas du tout. Ce qui m'embête, c'est qu'on a des occidentaux qui s'emparent d'un univers qu'ils comprennent mal, voire pas, qui en font une œuvre artistique et, à la limite, pourquoi pas ? L'art, c'est quelque chose de libre et on a le droit de faire son interprétation personnelle. Le problème, c'est que beaucoup de lecteurs, beaucoup de spectateurs prennent ces idées au pied de la lettre et imaginent regarder un documentaire ou tout au mieux une docu-fiction sur les geishas lorsqu'ils sont exposés à ça. Ce que je déplore au final, ce n'est pas l'interprétation artistique de Rob Marshall ou de Arthur Golden, même si je trouve que globalement ça fait un peu bourrin. Ce que je déplore, c'est le manque de curiosité intellectuelle de la plupart des spectateurs et des lecteurs qui vont se contenter de ce qui est écrit dans le livre, de ce qu'ils voient dans le film pour connaître le monde des geishas, sans jamais chercher à se dire qu'il s'agit d'une fiction et que si ce monde les intéresse, il faut passer au-delà. Si vous faites partie de ceux qui veulent aller au-delà de la fiction pour mieux comprendre, j'ai écrit un cours d'1 heure et demie sur les geishas pour comprendre leur histoire, leur apparence, mais aussi les enjeux de leur métier. Le lien est dans la description. À bientôt!